Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour chers Sherlockiennes et Sherlockiens. Aujourd'hui, nous recevons Maxime Beignet, fondateur des sociétés My Very Local Trip et My Local Fixer, son tout nouveau bébé. Bonjour Maxime. Bonjour Mélanie, enchantée. Enchantée. Nous allons parler aujourd'hui d'expérience, de personnalisation client dans le voyage avec My Very Local Trip, du blé Jura avec My Local Fixer, plein de sujets passionnants et très actuels. Alors, pour présenter un peu Maxime, ces entreprises sont à l'image de son parcours intuitif qui part de sa vie personnelle, de ses rencontres et de son réseau, les besoins de ses amis et de fil en aiguille vers ses entreprises. Un parcours entrepreneurial qui signe la marque de fabrique de ses concepts innovants. Alors justement, Maxime, peux-tu nous parler de ton parcours ? Eh bien écoute, oui Mélanie, déjà merci pour cette invitation. Je trouve l'initiative de ton podcast très intéressante et très motivante de mettre la lumière et l'emphase sur des entrepreneurs dans le domaine du voyage. Donc bravo. Merci à toi. Cette initiative. Eh bien, on est super heureux de te recevoir justement et de mettre en lumière tout plein de personnes qui ont à cœur d'innover dans le domaine du voyage et de bousculer un peu ce qui se fait de manière traditionnelle et pour le plus grand plaisir des clients voyageurs. Écoute, très bien, ça tombe très bien puisqu'on m'a souvent dit, alors je ne sais pas si c'est vrai, que j'avais un profil assez atypique. Je n'ai pas fait de formation dans le domaine du tourisme. J'ai eu un début de carrière dans le domaine médical, pharmaceutique, en tant que cadre commercial, après des études de biologie et un master à l'IAE de Lille en marketing et management. Donc un début de carrière de 6-7 ans dans des grands groupes de biotech, pharma, santé, donc cadre commercial. Jusqu'à un beau jour de 2009 où je commençais un petit peu à avoir des pieds de plomb, on va dire, à me traîner un petit peu. Je pense que j'avais fait le tour de la question et j'avais envie de me challenger et surtout de vivre une expérience personnelle à l'autre bout du monde. Je n'avais jamais eu l'occasion de m'expatrier, j'avais pas mal voyagé. Et donc j'ai quitté le nord de la France pour Bangkok, en Thaïlande. Je suis arrivé un beau jour de 2010, le 8 janvier exactement 2010. Avec ma valise de 25 kilos et tout à refaire. Je me souviens encore de ce côté un peu vertigineux, puisque j'avais loué un appartement en colocation. Je connaissais pas grand-chose et je me souviens encore de mon arrivée le jour même avec cette vue incroyable sur cette ville qui est une mégalopole et voilà ce sentiment de se dire bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Il va falloir commencer une nouvelle vie et c'était assez excitant. Et pour l'info, je suis rentré d'ailleurs il y a quelques mois à Lille, dans ma région natale, avec un container de 25 mètres cubes. Donc j'ai accumulé d'expérience et aussi de beaux meubles et de belles décos en 10 ans. Et voilà, donc maintenant je suis en France pour une durée indéterminée. Mais je t'avouerai que j'ai hâte, même si c'est pas très éco-friendly de dire ça, de remonter dans un avion. Ça me démange. Bon, en même temps, quand on a la bougeotte et qu'on aime le secteur du voyage, je pense que forcément, ça se ressent et on a envie de repartir dès que possible. Voilà, non, c'est sûr. Et puis surtout que maintenant, voilà, j'ai la chance de faire une activité qui est une passion. Le voyage, puisqu'effectivement, en arrivant en Thaïlande, je me suis pas lancé tout de suite dans cette aventure. J'ai fait quelques expériences sur place, qui sont même parfois des anecdotes que je pourrais un jour raconter à mes petits-enfants. J'ai fait de la figuration dans des films, dans des pubs thaïlandaises. J'ai fait des doublages de voix également. Voilà, c'est des petits jobs. J'ai travaillé ensuite pour une société qui fabriquait des moustiquaires pour le marché de la santé publique, pour la prévention du paludisme. Donc j'ai beaucoup voyagé grâce à ce job en Asie et en Afrique également. Et en fait, jusqu'à un beau jour de fin 2014, début 2015, où en fait, à force de recevoir des demandes d'amis et d'amis de mes amis qui me contactaient, sachant que je vivais en Thaïlande, pour avoir des renseignements et des infos sur que faire, que voir à Bangkok pour C'est comme ça qu'en fait, ton aventure entrepreneuriale est née et Very Local Trip est née, c'est ça ? Voilà, c'est ça, c'est de partir d'un constat, tout simplement.
Je n'avais jamais créé de start-up. Je suis pas non plus issu d'une famille entrepreneuriale, mais c'est né sur un coin de table, en fait, tout simplement, en se disant, mais c'est vrai que les voyageurs recherchent de plus en plus des expériences et le fait d'avoir un ami local, entre guillemets, à destination, permet justement de s'imprégner de la culture locale, de vraiment découvrir un petit peu plus que les endroits juste touristiques, surtout quand on arrive dans un pays ou dans une ville qu'on ne connaît pas, avec une culture qui a des années-lumière. On fait parfois l'impasse, et ça a été mon cas moi-même, lorsque j'ai parti une première fois en Thaïlande en tant que touriste. J'avais fait l'impasse sur Bangkok, par exemple, parce que cette ville m'avait presque effrayé. Je m'étais même dit, mais comment on peut faire pour vivre dans une ville pareille? Et j'étais parti direction les belles plages. Et c'est vrai que, alors que finalement j'y ai vécu 10 ans et que je ne me lasse pas de découvrir ou de redécouvrir certains quartiers. Mais quand on connaît pas, eh bien, c'est bien d'avoir quelqu'un sur place qui peut faciliter justement, surtout quand on a un temps limité, la découverte, l'immersion. Et c'est de là, en fait, qu'est née ma première société, Very Local Trip, en se disant, mais comment on peut transformer cette idée en concept, en start-up éventuellement, et comment également monétiser ce service, c'est-à-dire qui serait prêt à payer pour avoir un ami. En fait, l'ami local c'est un guide qui est sur place qui connaît la destination et qui te fait visiter le pays. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de... Voilà. Alors l'ami local n'est pas un guide. C'est quelqu'un qui a certaines qualités. D'accord. Une connaissance très pointue de la ville et de la culture locale. Quelqu'un qui est francophone, parce qu'aujourd'hui on a une clientèle qui est essentiellement francophone. Ça peut être un natif ou un expatrié, mais c'est quelqu'un qui connaît bien la ville, qui est passionné. Passionnant, parce que c'est pas le tout d'être passionné, mais il faut pouvoir véhiculer cette passion, être communicatif, aimer les gens tout simplement et avoir envie de partager tout ça. C'est un facilitateur de rencontres aussi. Et puis c'est quelqu'un qui a beaucoup d'empathie pour pouvoir se mettre dans les baskets ou dans les tongs des voyageurs qui viennent d'arriver et qui n'ont pas forcément envie qu'on leur raconte des détails historiques sur la Thaïlande, alors qu'encore une fois ils viennent d'arriver, ils ont le jet lag, il fait 40 degrés à l'ombre. Ils ont juste envie de se poser dans un endroit à boire coco bien. C'est une belle adaptation. Il faut que les amis locaux s'adaptent aussi aux clients en fonction de sa personnalité. En fait, tu choisis aussi les amis locaux en fonction de ça, en fonction du client, ce qu'il attend et son profil. Voilà, donc déjà on recrute, si on peut dire ça comme ça, effectivement des amis locaux qui sont des freelances, qui ont parfois d'autres activités à côté, qui peuvent être journalistes, blogueurs, photographes, start-upers, artisans. On a tous les profils, ce qui est intéressant d'ailleurs, puisque ces amis locaux ont eux-mêmes leur propre expérience de Bangkok ou de Tokyo ou de Saigon, et peuvent vraiment pousser des portes sur place et faire découvrir la ville avec une autre perspective, une autre mise en perspective, qui est un guide plus classique, qui va faire très bien son travail, mais qui est plus, je dirais, formaté, qui doit plus respecter un cadre, un circuit, un parcours, qui a plus tendance, parce que par la force des choses, à faire au quotidien un peu les mêmes parcours. Alors que là, finalement, ce qu'on propose, c'est tout simplement de s'adapter aux gens, et donc on va pouvoir orienter les journées ou les soirées, ou les demi-journées, vraiment en fonction du profil des voyageurs, de leurs attentes, s'ils en ont, pour l'art, le street art, le shopping, la food, et j'en passe. Ou alors, ils vont simplement dire, écoutez, on connaît pas la ville, on se laisse guider, montrez-nous votre Bangkok, et puis voilà, c'est parti pour une découverte qui va pas être du tout la même entre les clients Schmitt, par exemple, qui vont faire une expérience le lundi, et les voyageurs Dupont qui seront aussi dans la même ville le mardi. L'accompagnateur va peut-être faire 2 journées complètement différentes. Et c'est justement cette force, en fait, ce côté très informel et sur mesure qui plaît beaucoup, en fait, dans notre compte. Oui, en fait, vous vous adaptez aux clients et vous personnalisez l'expérience. Au final, chaque client aura une expérience complètement différente en fonction de son profil et reviendra avec plein de souvenirs super, parce que du coup il aura pas le même voyage il aura un voyage hyper personnalisé et pas le même voyage que son voisin ou son cousin qui ont pas les mêmes attentes et les mêmes
les mêmes hobbies ou voilà, en termes de voyage, quoi. Exactement. Au tout départ, j'étais parti sur une cible. En fait, au tout départ de l'aventure de Very Local Trip, j'étais parti vraiment sur le modèle startup avec l'idée de faire une levée de fonds de $500 000, jamais faite, avec le développement d'une plateforme internet, un site qui serait une vraie machine de guerre avec des expériences en ligne assez formatées finalement, parce qu'il faut forcément un cadre avec une durée, un tarif bien précis, etc. Et finalement, tout ça s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus sur mesure, très qualitatif, et s'est transformé par la force des choses, par les hauts et les bas de la start-up aussi, par lesquels je suis passé, en quelque chose de beaucoup plus finalement qualitatif et orienté B2B. C'est vraiment le B2B qui est venu à nous également, puisque à l'époque on avait effectivement eu la chance d'avoir une petite couverture médiatique auprès notamment d'une presse expat et quelques blogs sur la Thaïlande. Et un jour, c'est tombé sous les yeux de la responsable Asie d'une agence de voyage assez connue en France, un des leaders du voyage sur mesure, qui s'est dit en fait que ce serait intéressant de collaborer ensemble, alors qu'à l'époque, je n'avais même pas pensé, moi, à travailler avec des agences, puisque j'étais sur un positionnement, je n'avais aucune expérience ni aucun réseau dans le tourisme. Et en plus de ça, j'étais sur un positionnement, B2C. Nous, on est différents des agences. Et c'était intéressant de voir justement que ce côté expérience et personnalisation des expériences était un domaine dans lequel certaines agences plus traditionnelles souhaitaient se diriger pour justement s'adapter aux clients. Parce que ce qu'on fait finalement, c'est que du bon sens. C'est juste s'adapter aux clients, à leurs besoins, à leurs envies. Moi, ça me fait un petit peu sourire. C'est vrai que on parle beaucoup de l'expérience client, etc., qu'il faut être tourné vers le client et non pas le produit. Ça me paraît tellement évident. C'est comme ça que je... Oui, en fait, on n'est plus dans du push marketing où on va pousser des produits et des voyages à des clients à qui ça va pas forcément plaire. Là, tu as écouté en fait le marché et tu t'es mis en position de pull marketing où tu vas dire le client il me demande ça, je lui concocte son séjour tel qu'il me l'a demandé. Alors après, c'est vrai que cette vision-là, elle peut s'adapter peut-être aussi à j'imagine une clientèle. On va en parler plus tard, mais une clientèle peut-être un peu plus spécifique et qui a peut-être un peu plus de moyens qu'une clientèle, on va dire, qui va chercher du voyage peut-être pas cher et qui va y rentrer par le prix, parce que derrière ta proposition de valeur elle est hyper forte, alors que sur un produit qui est un peu standard, on peut se permettre peut-être d'avoir des prix peut-être plus abordables en tout cas, mais après on n'aura pas la même expérience, ça c'est clair. C'est sûr qu'aujourd'hui nos partenaires clients agences, puisqu'on travaille aujourd'hui à 99% en B2B, on a quelques demandes en direct puisqu'on a une via les réseaux sociaux, les articles, les podcasts, le premier podcast aujourd'hui. Et puis, donc forcément, les gens nous contactent, mais c'est pas le cœur de notre activité, puisqu'en plus c'est très chronophage pour nous. On est deux, il y a moi et ma collaboratrice Anastasia. Donc on a aussi la force pour pouvoir, répondre à toutes les demandes en direct, en tout cas construire du voyage, qui est un vrai métier. Nous, on se concentre sur la qualité à destination, chouchouter les clients. Et effectivement, comme tu le disais, on est plutôt sur une clientèle qu'on peut qualifier, je dirais, plutôt haut de gamme, entre guillemets. En tout cas, ce sont des gens qui sont des voyageurs, encore une fois, entre guillemets, éduqués au voyage, curieux, ouverts. Ce sont des gens qui recherchent justement de la surprise, de l'expérience. Donc, c'est une clientèle qui peut être aussi exigeante, puisqu'effectivement, ils mettent un certain prix. Il faut savoir surprendre. Et pour lesquels il faut faire vraiment sentir une expérience unique à destination. Donc jusqu'à ce jour, effectivement, on s'est plutôt orienté, ou en tout cas nos partenaires, c'est développé comme ça, tout simplement, sont plutôt sur une cible qu'on peut dire haut de gamme. Après, on n'est pas fermé. Je pense que l'expérience, elle doit pas forcément être réservée justement à une élite ou à des gens qui ont beaucoup d'argent. Je pense qu'il faut qu'elle soit accessible justement un petit peu à tout le monde. Du coup, par rapport à ça, comment tu vois toi évoluer justement cette cible client? Là, pour l'instant, tu es plutôt. Alors, tu as commencé de ce que j'ai compris plutôt en B2C, et finalement, c'est le B2B qui est venu à toi. Et après, du coup, là, pour l'instant, tu es sur une clientèle plutôt, on va dire, haut de gamme. Voilà, on reste sur cette clientèle haut de gamme. Enfin, en tout cas, on reste.
Forcément, je ne te cacherai pas qu'on ne croule pas sur les réservations avec cette crise. C'est vrai que ce qu'on propose, de toute façon, c'est peut-être pas non plus pour tout le monde. Peut-être qu'il y a des voyageurs qui recherchent aussi quelque chose de beaucoup plus standard, avec un prix moins élevé, tout simplement. Voilà, je pense qu'il faut aussi responsabiliser les voyageurs quand ils partent à l'autre bout du monde. Mais ça, on en reparlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, si justement on part pour faire du all-inclusive, est-ce que ça vaut le coup de traverser la planète peut-être le faire un peu plus proche si c'est juste de la belle plage qu'on recherche. Voilà, le voyage, c'est de l'échange, c'est de l'humain, c'est de la découverte. Exactement. Voilà, pour des voyageurs qui sont en recherche de ça. Et de toute façon, avec ce que je suis en train de développer aussi aujourd'hui, mais je pense qu'on va y venir avec My Local Fixer, on a tendance aussi à rester sur cette cible de voyageurs qui recherchent du sur-mesure ou de l'hyper-personnalisation. Du coup, oui, par rapport justement à My Local Fixer, comment tu as eu l'idée de développer cette deuxième marque, justement, My Local Fixer? Est-ce que tu peux nous parler de son concept et quel est ton réseau, justement, pour déployer cette deuxième marque, les personnes sur lesquelles tu t'appuies? Alors, juste pour faire un petit aparté, donc My Local Fixer, c'est du Bléjur, donc c'est le mix pour nos auditeurs, du voyage loisir et du voyage d'affaires. Alors là, pour le coup, Maxime, de ce que j'ai compris, toi, tu pars sur le voyage loisir et tu rajoutes du voyage d'affaires, alors que d'habitude, le Bléjur, on entend plus parler dans le sens contraire où on a plus un voyage business auquel on rajoute du loisir. Donc, c'est très intéressant. Donc, si tu peux nous parler de My Local Fixer. Tout à fait. Effectivement, My Local Fixer est également né d'un constat. Alors déjà, le terme fixeur est un terme emprunté à la presse, au cinéma. Un fixeur, c'est quelqu'un qui a une vraie connaissance du terrain à destination, qui va aider à défricher justement un terrain pour un tournage, par exemple, pour une émission de télé, qui va mettre les gens en contact. Donc, un gros travail en amont de recherche, de préparation, et puis un accompagnement sur place avec des gens qui sont vraiment connaisseurs de la culture locale. Donc, déjà pour le terme. Ensuite, effectivement, le terme de Bléjur. Encore une fois, ça vient d'un constat. C'est-à-dire, comme tu l'as dit, souvent, effectivement, le Bléjur, qui n'est pas un terme très élégant, mais j'en ai pas trouvé d'autres qui définissent mieux ce qu'on fait, c'est souvent, comme tu le dis, effectivement, des voyageurs business qui souhaitent étendre leur voyage pour faire du loisir. Nous, en fait, jusqu'à présent, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de demandes. Alors, ça reste anecdotique, mais néanmoins de plus en plus fréquent, de voyageurs qui se disent, mais voilà, je prends un exemple, un couple de voyageurs qui toute l'année travaillent d'arrache-pied, qui ont un magasin de casquettes et de t-shirts touristiques à Annecy et qui partent en voyage en Thaïlande et se disent, mais tiens, puisqu'on est à l'autre bout du monde, pourquoi on n'en profiterait pas pour dédier une journée de notre voyage à aller rencontrer des fabricants de textiles locaux, des producteurs, pour éventuellement envisager de faire produire nos produits en Asie. Alors, c'est une demande qui avait été faite à l'un de nos partenaires agences, qui nous l'a adressée parce que bien souvent, ce genre de demandes qui sortent complètement du cadre d'une agence touristique et notamment d'un réceptif touristique, eh bien, nous, on a la capacité de le faire justement puisqu'on a un réseau d'amis locaux qui ont tous des profils hyper variés, qui sont extrêmement intégrés, qui vivent parfois dans le pays depuis 10, 15, 20 ans, et qu'en fait, de par le réseau, ce n'est pas finalement si compliqué que ça pour nous d'organiser ce genre de rencontre. Donc, ce qu'on a fait pour ces voyageurs, on a organisé une visite plus qu'on pourrait qualifier de plus touristique, où on a montré les petits quartiers secrets de Bangkok, les bonnes adresses, les endroits insolites. Et on a organisé une visite avec 5 fabricants qu'on avait présélectionnés, trouvés, pile poil dans leur domaine d'activité évidemment. Et donc avec un ami local qui, on peut appeler aujourd'hui fixeur, qui en fait parlait anglais, français et thaïlandais, parce qu'en plus les voyageurs ne parlaient pas un mot d'anglais, pour discuter sourcing, produits, tarifs. Et ils sont repartis en France avec 5 contacts de fabricants pile poil dans leur domaine d'activité, avec une journée vraiment dédiée à leur activité. Et en fait, ça, c'est une valeur ajoutée. Au début, je faisais un peu ça pour rendre service, jusqu'au jour où je me suis rendu compte que ça avait une valeur ajoutée énorme, puisque ce type d'expérience, on l'a répété dans des domaines très variés. Pour te donner un autre exemple, on avait une fois quelqu'un qui travaillait dans les énergies renouvelables, qui partait avec sa femme, et qui a adressé une demande également en disant j'aimerais bien rencontrer des alter-ego locaux au Vietnam qui sont dans ce domaine. Donc la même chose. Moi, si tu veux, j'ai arpenté pendant une dizaine d'années. J'ai toujours été un homme de réseau. J'ai
toujours aimé ça. Ouais, donc là, tu t'appuies sur un réseau où il y a des gens en plus qui ont des compétences Voilà. voilà, différentes. Donc, du coup, ça te permet justement de répondre à avoir une solution en fait pour chaque demande, quoi. C'est-à-dire que moi-même, j'ai arpenté beaucoup de networking avec les chambres de commerce, Business France, French Tech et compagnie. Et en plus de ça, nos amis locaux sont soit eux-mêmes, soit leurs conjoints, par exemple, sont dans des domaines très précis et ont même leur réseau. Donc, si tu veux, c'est un réseau. Ce qu'on propose aujourd'hui, c'est clairement de l'expertise, du réseau. Et des exemples comme ça, j'en ai de nombreux. Et à chaque fois, on a su y répondre. Donc, c'est vrai que ce genre de demandes sont parfois difficiles à réaliser par une agence réceptive locale parce que c'est pas dans leur réseau, ce n'est pas dans leur ADN ou parfois ce n'est pas dans leur base de données, forcément, puisqu'il faut chercher ces contacts, il faut les trouver. Et cerise sur le gâteau, il faut pouvoir organiser l'expérience et la rencontre. Ok, du coup, en fait, c'est tout ça que viennent chercher tes clients chez toi et qu'ils ne trouvent pas ailleurs avec d'autres réceptifs. C'est vrai que, pour rien te cacher, quand je parle de base de données, c'est un exemple, mais je me souviens d'un email qui m'avait été envoyé et j'avais vu l'historique dans l'email du travel designer qui avait envoyé cette demande. C'était pour trouver un restaurateur d'art au Cambodge, je crois. Et initialement, ils avaient envoyé leur demande à leur agence réceptive et la réponse de l'agence réceptive, c'est désolé, mais on n'a pas ça en base de données. Oui, forcément, ce que je vous demande, c'est de le trouver, de le chercher, d'organiser cette rencontre. Et forcément, nous, comme on est vraiment avec des contacts et un réseau qui n'est pas du tout, je dirais, formaté, on a vraiment ce réseau aujourd'hui dans une trentaine de pays. On a cette capacité. Donc, mon challenge aujourd'hui, c'est de prendre la parole sur ce concept et qui est quand même un challenge parce que notre tagline c'est Bleisure Reinvented. Ouais, c'est exactement dans le thème. Alors, on s'était dit quand même avec Anastasia, ma collaboratrice, que là on était au niveau time to market, on était quand même vachement en avance parce que on est en train de réinventer un concept que finalement peu de gens connaissaient. Parce que là, avec justement avec la Covid-19, c'est assez intéressant parce que toutes ces choses-là qui étaient un peu, on va dire, sous le tapis, un peu un peu dans l'œuf, sont en train de, à quelque part, d'éclore parce que forcément, avec tout ce qu'il peut y avoir avec le work from anywhere, parce que les gens vont pouvoir travailler depuis l'étranger, vont pouvoir bouger. Vont chercher à peut-être avec toutes les problématiques qu'on peut avoir avec la prise en compte environnementale, se dire qu'ils vont aller peut-être à l'autre bout du monde, comme tu disais, mais sur des périodes plus longues, combiner du loisir avec du corpo. Donc voilà, tout ça en fait, ça tombe vraiment en fait pile poil. Donc toi, tu étais en plein dans le mille au bon moment en fait. Hein. Peut-être un tout petit peu à l'avance parce que peut-être que les gens en fait sont pas encore prêts et là du coup la Covid-19 par ailleurs a aussi un peu freiné ces évolutions là, mais de toute façon tu es dans ce qui va se passer demain. Je pense qu'en fait qu'effectivement, comme tu dis très bien, on est cette crise, dans toute crise il y a du bon. De toute façon, j'en suis convaincu. Effectivement, on s'est posé la question, est-ce que c'est le bon moment pour communiquer? Et en fait, oui, parce que aussi d'une part, dans le domaine du tourisme, les gens ont peut-être un peu plus de temps en ce moment pour lire des articles. On n'est pas encore débordé par une reprise. La frontière entre le pro et le perso, c'est encore une fois un constat est de plus en plus fine. Comme tu l'as très bien dit, avec tout ce qui est développement du télétravail qui a été en plus boosté par cette crise du Covid, le digital nomadisme, les considérations écologiques. Effectivement, moi je lis ça et là des experts du voyage qui disent que demain on voyagera certainement peut-être moins souvent sur une destination, mais peut-être plus longtemps sur la destination. Plutôt que faire 3 allers-retours Paris-Tokyo par an, peut-être n'en faire qu'un, mais vraiment prendre le temps d'être en immersion et de joindre le côté pro et perso sur place. Donc je pense qu'effectivement c'est quelque chose d'encore assez niche, mais qui va se développer et qui va prendre de plus en plus d'ampleur d'ici 5 ans. Tout comme était le concept d'amis local il y a 5 ans, qui était encore assez niche, qui aujourd'hui est vraiment dans la tendance. Je vois partout manger comme un local, like a local, etc. Donc et ça, voilà, il y a plein de startups qui pullulent et tant mieux. Mais encore une fois, ça répond à un besoin. Et en plus de ça, avec cette nouvelle génération de millennials justement qui veulent de plus en plus
pouvoir travailler en voyageant ou voyager en travaillant, ça va être forcément quelque chose qui va être accentué dans les années à venir. Du coup, par rapport à ça, avec qui tu travailles actuellement en France et à destination du coup? Plutôt, comme tu l'as dit, haut de gamme, leader du voyage sur mesure en France. Suisse, Belgique et Canada. Ça s'est fait comme ça. Après, on pourrait très bien aussi développer de nouvelles cibles sur le marché anglophone. Encore une fois, ce sont des clients qui sont à la recherche de services différenciants, d'expériences à destination. Et voilà, donc voilà, on est sur ce créneau-là. D'accord. Donc pour la prochaine question, comment, du coup on en a déjà un peu parlé, comment as-tu vécu cette crise sanitaire avec tes équipes? Je pense que ça a été compliqué comme tout le monde. Et du coup les challenges que tu dois encore relever avec l'arrêt des voyages, en particulier le long courrier en Asie. Alors on en a parlé. Le long courrier, il est un peu victime aussi aussi d'une mauvaise presse par rapport aux enjeux environnementaux. Donc c'est un enjeu qui, ça va être peut-être plus compliqué à l'avenir, j'imagine, de vendre du long courrier. Oui, alors effectivement, en 2020, je te cacherai pas que c'était une année très compliquée. Pendant un moment, on parlait beaucoup des restaurateurs, mais en fait, le tourisme et l'événementiel, je pense, sont vraiment les secteurs qui ont été le plus impactés par cette crise. Donc voilà, on fait le dos rond, ça commence à être long, mais bon, moi je reste confiant en l'avenir car effectivement on est vraiment là sur un concept qui est dans l'air du temps. J'ai une structure qui est assez flexible, je propose plusieurs destinations. J'espère que certaines vont réouvrir petit à petit. Alors là, j'ai eu la bonne surprise de voir qu'on avait reçu en fin décembre quelques demandes last minute pour l'Égypte, par exemple. Des gens qui sont décidés à partir au Caire, là où on propose des services justement d'amis locales. Bon, ça reste très anecdotique encore, mais il va falloir être patient pour l'Asie. Donc voilà, je reste quand même confiant. Je pense que de toute façon, nos clients, partenaires agences auront besoin de partenaires comme Very Local Trip et My Local Fixer lors de la reprise. On parle aussi beaucoup de tourisme, des populations qui, en gros, rejettent un peu le tourisme de masse parce qu'elles sont un peu asphyxiées par le tourisme. Donc là, on est vraiment sur le contraire où on a les locaux qui se mêlent aux voyageurs. Donc là, c'est un super exemple de comment le tourisme peut se développer d'une manière qui soit responsable justement et qui soit un apport un apport pas seulement économique mais aussi culturel et social avec de l'échange. Et c'est un peu le sens même des voyages, enfin en tout cas pour beaucoup de personnes et dans le travel et c'est en tout cas c'est une belle manière d'aborder le voyage, je trouve. L'aborder de manière intelligente. Enfin nous on est vraiment sur ce créneau du sur-mesure, du voyage personnalisé. Le but c'est pas d'envoyer des cars de 50 touristes qui vont arriver dans un petit village et bombarder de photos les petites mamies là qui étaient émerveillées d'ailleurs de voir arriver des groupes comme ça, enfin des groupes, quand je parle de groupes, c'est des couples, des familles de 3, 4, 5 personnes qui ne se rendent même pas compte de la beauté de l'endroit dans lequel elles vivent. Et en fait, ce qui est une anecdote, on avait eu droit à la couverture et un article dans le magazine Travel 360, qui est le magazine de bord de la compagnie AirAsia à l'époque, qui a fait un reportage sur les groupes. Puis on les avait emmenés justement dans ce petit village et de montrer à ces mamies qu'elles étaient sur un magazine, elles étaient complètement fières, bluffées de voir qu'il y avait un intérêt sur leur savoir-faire, leur communauté. Voilà, encore une fois, il faut que ça se fasse de manière réfléchie. Mais la Thaïlande, par exemple, est souvent vue comme un pays, l'Asie très touristique. Alors c'est vrai que si on va à Pattaya, Phuket, bon d'accord. Mais après, il y a tellement de belles choses à découvrir. Et l'idée justement, c'est de pouvoir réussir à vendre une Thaïlande qualitative. Avec des expériences dans des endroits où justement le tourisme de masse ne va pas. Mais en tout cas, je pense qu'avec cette crise aussi, le bon côté aussi, ça donnera un certain répit à la nature, à des endroits sur Koh Samui ou autres qui étaient vraiment victimes du surtourisme. Et je pense qu'après cette crise, ça va peut-être permettre de rebalancer un petit peu tout ça, enfin équilibrer un petit peu tout ça. Donc je pense qu'il y aura des côtés finalement assez bénéfiques. Ouais,
Alors du coup, maintenant on va parler un petit peu de l'avenir de tes sociétés. Alors comment tu vois évoluer justement tes deux marques? Mélanie, l'idée c'est de continuer à grandir en espérant que on voit le bout de cette crise d'ici quelques mois. Développer de nouvelles destinations, puisqu'on est sur des concepts qui sont, je dirais, universels. Donc là, on est en train de travailler, par exemple, sur une production en Amérique latine. Voilà, sur le Chili et l'Équateur. Enfin, l'avantage que j'ai aujourd'hui à être basé en Europe me permet, en termes de créneau horaire, d'être un petit peu plus central, on va dire, entre le continent américain et l'Asie. Ayant vécu 10 ans en Asie, j'ai pas mal bourlingué et développé ces destinations sur le moyen Proche-Orient également, l'Australie. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de pousser un petit peu plus le continent américain. Ensuite, pour développer My Local Fixer, comme j'exprimais tout à l'heure, en fait, le challenge c'est de prendre la parole sur le terme de bleisure, qui est un terme finalement qui est pas nouveau, mais que peu de gens finalement connaissent. Et c'est surtout de communiquer auprès de nos clients agences, puisque l'agent de voyage, le travel designer, ne pense pas forcément, même s'il nous connaît, à contacter My Local Fixer pour ce genre de service. Il va peut-être avoir tendance à toujours contacter son agence réceptive classique, qui encore une fois, pour multiples raisons, parce que c'est pas dans leur ADN, où ils n'ont pas de temps à consacrer pour ça, ne vont pas pouvoir répondre à ce genre de domaines qui sortent du cadre. Et il y a aussi le fait qu'en fait, le voyageur lui-même, en poussant la porte d'une agence, ne s'attend même pas à ce que ce genre de service hyper personnalisé puisse être proposé et organisé par l'agence. Parce que là, on est dans quelque chose de très niche, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que le travel designer échange avec le voyageur, qu'il identifie un besoin et que ce besoin nous soit adressé. Donc ça fait quand même pas mal de filtres, raison pour laquelle je réfléchis aussi à proposer nos services My Local Fixer directement à des PME, par exemple, qui, sans forcément passer d'ailleurs par un intermédiaire du voyage, en me vendant tel que je suis, c'est-à-dire que je suis un ch'ti qui suis rentré au Bercail après 10 ans d'expatriation et d'expérience en Asie du Sud-Est. Donc pourquoi pas approcher des PME, des entrepreneurs dans le nord de la France, par exemple, et leur dire qu'ils auraient envie de se développer à l'international, puisque ce réseau, c'est une vraie valeur. Donc, je réfléchis à tout ça. On a l'idée aussi de pouvoir développer d'autres destinations. Aujourd'hui, si tu veux, on est sur un modèle basé sur celui de l'économie collaborative. Donc, tous nos partenaires locaux sont des gens qui, bien souvent, et heureusement d'ailleurs, ils pourront plus facilement traverser cette crise, ont une autre activité à côté. Oui, ça c'est une grande force pour vous en tout cas, parce que du coup, aujourd'hui ils sont pas en détresse et du coup ils vont pouvoir reprendre de manière plus agile quand le business va reprendre en même temps. Peut-être pas à ce point-là. Après, c'est vrai que je pense que cette crise impacte beaucoup de secteurs, mais en tout cas, voilà, ils peuvent faire autre chose à côté en attendant que le tourisme reprenne. Et de toute façon, je dirais que dans cette approche, moi, si tu veux, ça m'intéresse aussi de travailler, de collaborer sur place avec des gens qui ne font pas que ça. Parce que dans les accompagnements, ça permet de garder une certaine fraîcheur finalement. Parce que c'est humain, cette routine. Un guide il y a des guides qui sont formidables, je dis pas le contraire, mais qui va faire tous les jours le même parcours, forcément en récitant un petit peu son discours, il va perdre en fraîcheur et c'est normal, c'est humain. Alors qu'un accompagnateur qui va pouvoir faire ça de manière plus ponctuelle et en plus qui a carte blanche pour pouvoir organiser son circuit, son parcours en fonction du profiling des clients, c'est quelque chose de très différent. Et d'ailleurs, j'insiste sur ce terme de profiling puisqu'en fait, dans le parcours client, c'est hyper important pour nous d'avoir justement des informations sur qui sont ces gens, qui sont ces voyageurs qu'on va devoir accueillir sur place le temps d'une journée, d'une demi-journée, de quelques jours. Ce qui permet en général d'adapter le meilleur ami local pour tel profil client. C'est-à-dire que parfois, sur une équipe d'une dizaine d'amis locaux à Tokyo, par exemple, si on sait que tel voyageur a plus d'affinité pour tel ou tel hobby, eh bien, on va peut-être pouvoir le mettre avec plus, favoriser avec telle accompagnatrice ou tel accompagnateur. Donc, on va vraiment dans le détail, dans le sur-mesure, pour faire en sorte que l'expérience soit vraiment personnalisée. Donc, on est vraiment à ce niveau-là de personnalisation. Oui, et puis en plus, voilà, effectivement, comme tu le dis, ils sont plus frais et puis ça
ils sont dans le pas que dans le quotidien, donc ça leur permet aussi c'est un vrai plaisir, d'être plus créatifs. Un vrai plaisir pour eux, c'est-à-dire qu'en fait, les belles rencontres, ça va dans les deux voilà. sens. Il y a ce plaisir de partager des passions, une passion pour une culture, et souvent d'ailleurs ça crée de belles rencontres qui se terminent finalement. Le terme d'ami local finalement n'est pas excessif. Oui, et puis c'est des amitiés au final. Il y a une relation qui peut être parfois assez différente d'un guide, avec un guide. On est très complémentaires finalement. Nous, on va pas aller proposer des visites du Grand Palais à Bangkok. On n'aurait pas forcément de valeur ajoutée. Ils peuvent le faire avec un guide, ou le guide du routard, ou peu importe. Nous, on va leur montrer un autre aspect. Et finalement, à la fin de la journée, il y a ce côté très connivence, je dirais un petit peu confident que les voyageurs ressentent avec leur ami local. Et ça crée des liens vraiment très particuliers et encore une fois très complémentaires avec encore une fois la visite d'incontournables ou de sites qu'il faut pas rater. Quelqu'un qui viendrait à Paris sans voir la Tour Eiffel, voilà, ce serait un peu dommage. Et par contre, découvrir le petit bar à vin que seuls les gens du quartier fréquentent, pour un Thaïlandais qui vient à Paris, ce serait une expérience vraiment unique. On a essayé de faire justement de proposer des expériences. Alors tout ça a été fait un peu dans l'urgence avant l'été. Je pense que d'ailleurs tout le monde s'y est mis en se disant les gens ne pourront pas voyager à l'étranger, on va proposer la France aussi via certains de nos partenaires, puisque j'avais dans notre équipe certains amis locaux qui étaient rentrés justement après une dizaine d'années au Japon, en Thaïlande, au Vietnam, en France, et qui souhaitaient continuer l'aventure avec nous pour faire visiter Marseille justement comme un local. Sauf que bon, ça n'a pas trop pris. Je pense que cet été les gens avaient plus envie d'évasion, comment dire, la campagne. Plutôt à la campagne. Et mais bon, en tout cas, je réserve ça aussi pour plus tard, c'est-à-dire de pouvoir proposer la France. Et dans ce cas-là, plutôt à une clientèle étrangère, asiatique, américaine, qui rechercherait des expériences sur mesure dans notre. Et ça c'est une super idée de le développer aussi en France. Enfin, moi, je trouve que c'est assez sympa. Même pour des locaux, parce que du coup, la tendance de ce qu'on appelle le staycation, de rester chez soi, de voyager à côté de chez soi, elle risque malheureusement de continuer un petit peu. Et je pense que ça reste intéressant de pouvoir justement découvrir la France chez soi, son pays, d'une autre manière, avec des gens. Justement où il y a cette proximité, en fait, le concept, il peut s'adapter dans n'importe quel pays. Enfin, moi, je vois que du positif dans ce concept. Alors après, sur la France, c'est peut-être un peu plus compliqué à mettre en place, mais, oui, non, mais exactement. Mais je trouve ça intéressant. En plus, on a la chance en France d'être dans un pays absolument magnifique. Moi qui ai vécu loin de France pendant 10 ans, voilà, c'est un pays avec un melting pot de culture, donc ça a du sens. Oui, ce concept, il est universel. Du moment qu'on est à l'écoute des gens, et qu'on a une vraie connaissance du terrain, forcément ça marche. Forcément ça marche. Alors du coup pour ta wishlist du nouvel an, enfin de la nouvelle année, avec qui aimerais-tu travailler et qu'est-ce que tu as envie de faire cette nouvelle année? On espère meilleure que celle de 2020. C'est une bonne question. Écoute, je te dirais qu'on a déjà la chance de pouvoir travailler avec des clients des agences de renom qui nous font confiance, avec qui on se comprend bien. Je pense que c'est très important de bien se comprendre, d'être sur la même longueur d'onde. C'est le cas depuis plusieurs années avec certains clients historiques. Donc j'ai pas l'intention et d'ailleurs alors on n'a pas de contrat d'exclusivité, mais on a plutôt un gentleman agreement avec nos partenaires historiques. C'est une collaboration en bonne intelligence. Donc j'ai pas l'intention d'aller moi démarcher d'autres agences sur le territoire français. Après sur d'autres pays francophones, oui, d'autres pays anglophones, pourquoi pas. Donc j'ai pas forcément de wish list sur un partenaire en particulier. Après, et en termes de voyageurs, voilà, on a eu l'occasion aussi d'accompagner quelques clients VIP, donc c'est toujours assez sympa. Non, tout ce que je souhaite vraiment pour 2021, c'est qu'on puisse se débarrasser de ce virus le plus rapidement possible. Je pense que le bout du tunnel, on est pas si loin avec cette histoire de vaccin à voir, mais en tout cas, et mon autre vœu, c'est qu'il y ait une vraie prise de conscience écologique au niveau mondial. L'élection américaine est quelque chose, je pense, qui
leur donner un petit peu d'optimisme, parce que tant qu'on ne sera pas sur cette prise de conscience, eh bien des virus qui sont cachés dans le permafrost, il y en a encore un paquet, donc il faudrait éviter que ça que ça fonde. Donc il faudrait vraiment limiter au maximum ce réchauffement climatique pour éviter d'autres pandémies. Enfin, je ne veux pas être alarmiste, mais je pense qu'il faut être un moment réaliste. Donc voilà ce que je souhaite pour 2021. Je ne sais pas si c'est une utopie. Il faut continuer à voyager, mais voyager de manière responsable et en conscience. Mais de toute façon, moi je sens bien, enfin je ne sais pas même de moi-même, j'ai qu'une envie, c'est de pouvoir revoyager. Donc je sens qu'il y a des gens qui trépignent, mais voilà, voyager intelligemment. Super. Et du coup, alors, on arrive à la fin de l'interview. Merci déjà d'avoir répondu à toutes ces questions. On a appris plein de choses. Est-ce que tu as un message un peu plus personnel à faire passer à la communauté des pros du voyage et aux Sherlockiennes et aux Sherlockiens ? J'ai envie de dire que si vous aviez une idée que vous trottez en tête, notamment de vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est peut-être le moment finalement. On est dans une crise sans précédent. C'est une crise je dirais vraiment structurelle, avec l'effondrement de certains modèles comme Thomas Cook, voilà, qui était, je dirais, des dinosaures d'un autre temps. Et aujourd'hui, on est dans une crise conjoncturelle avec ce virus. On a pris ça de plein fouet. Je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu en déshérence en ce moment. Il y a certaines personnes qui vont même perdre leur boulot dans les mois qui viennent. C'est une réalité. Et voilà. On les a perdus malheureusement, donc ça c'est une réalité, mais je pense qu'il faut rester optimiste. Et encore une fois, l'entrepreneuriat c'est pas pour tout le monde. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être le moment de se lancer finalement, de mettre en avant une expérience, une expertise acquise pendant de nombreuses années, et de mettre en application des idées. Donc voilà, dans toute crise il y a du bon. Alors si c'est votre cas, foncez. N'hésitez pas à y foncer. Ce serait mon message en fait, si j'avais un message à faire passer à la communauté. Super message d'optimisme en tout cas. Merci Maxime. Du coup, le dernier point, comment on peut faire appel à tes services, te contacter ? Alors je vais donner effectivement tous tes contacts, comment on peut te contacter, mais en allant sur verylocaltrip.com, mylocalfixer.fr, via nos réseaux sociaux, mon adresse mail, maxime@verylocaltrip.com. Tout simplement, je serais ravi d'échanger avec les auditeurs qui auraient pu trouver cette interview intéressante. Voilà, donc n'hésitez pas. Super, super, merci beaucoup Maxime, on était super heureux de t'avoir sur les Sherlocks du voyage. Tu nous as apporté plein d'éclairages et j'espère que tu as apporté aussi à nos auditeurs et nos auditrices et nos auditeurs plein d'informations et que du coup ils vont avoir aussi envie de voyager avec toi. C'est assez génial ce que vous faites et puis en plein dans le mille avec les attentes des voyageurs. Donc c'est un super concept et aussi les agences. N'hésitez pas à contacter l'équipe de Maxime, Maxime et Anastasia, je crois, c'est ça. Hein. Voilà pour vos voyages et voilà, c'est un super concept. Bravo en tout cas pour ces idées et surtout de suivre toujours les besoins des clients. C'est un super message et un super message d'optimisme aussi. Écoute, merci Mélanie, c'est un plaisir. Merci beaucoup pour ça. C'est une activité plaisir, donc quand on a du plaisir à faire ce qu'on fait, je pense qu'on le fait bien. Donc voilà, n'hésitez pas. Bye bye, au revoir, à bientôt sur les Sherlocks. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode ? Cela vous a été utile ? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment ? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en votre.